Bonjour, cette vidéo présente le cours sur la modélisation cinématique. Nous allons commencer par répondre à la question: quel est l'objectif d'un modèle? Donc, un modèle est une représentation orientée d'un système réel, donc dans l'objectif de répondre à une famille de problématiques, et où nous allons prendre en compte certaines caractéristiques du modèle. Donc nous ne prendrons pas en compte tous les paramètres permettant de représenter le modèle, mais seulement ceux qui nous permettront de répondre aux problématiques visées. Donc l'objectif sera donc de prévoir le comportement du système réel en s'appuyant sur nos connaissances théoriques dans un domaine particulier, donc que ce soit dans le domaine électrique, dans le domaine mécanique, le domaine hydraulique. Donc ici, le domaine qui nous intéresse est avant tout le domaine mécanique et en particulier le domaine de la cinématique. Suivant l'objectif, donc, on peut utiliser différents modèles. Si l'on prend par exemple ce système réel qui est une pince pneumatique que l'on monte sur des bras robotisés, on peut avoir un modèle issu d'un logiciel de conception assistée par ordinateur, donc un modèle volumique en 3 dimensions, avec par exemple un objectif de conception ou de reconception du système, ou bien de fabrication du système, et un modèle cinématique, comme c'est le cas en dessous, avec par exemple pour objectif de mettre en relation deux paramètres géométriques qui sont la course du piston, qui s'appelle ici x, en relation donc avec l'angle d'ouverture des doigts de la pince, qu'on appelle ici θ. Tout d'abord, en cinématique, on va travailler sur ce que l'on appelle des degrés de liberté, et dans l'espace, nous comptons donc 6 degrés de liberté, 3 translations suivant les 3 axes permettant de décrire l'espace, donc les translations x, en y et en z, et 3 rotations autour de ces 3 mêmes axes. Pour modéliser un système en mécanique, nous utilisons la notion de liaison, et ces liaisons que l'on utilise sont des liaisons normalisées. Pour pouvoir avoir liaison, il faut qu'il y ait un contact entre deux solides. Ces contacts pourront donc être surfaciques, linéiques ou ponctuels. Nous faisons l'hypothèse de solides parfaits, donc géométriquement parfaits, et des solides indéformables. Les liaisons, elles aussi, sont parfaites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu entre les surfaces de contact, et on ne prend pas en compte un éventuel frottement entre ces surfaces. La première liaison normalisée que l'on peut rencontrer est la liaison ponctuelle, donc par exemple entre une surface sphérique et une surface plane. Cette liaison-là supprime un degré de liberté, qui est la translation suivant la normale au contact. Donc elle permet 5 degrés de liberté, donc les deux translations dans le plan et les 3 autres rotations. La représentation normalisée d'une liaison ponctuelle est la suivante, donc soit dans le plan XZ, soit dans l'espace avec une représentation en perspective isométrique. La liaison linéaire rectiligne, que l'on peut rencontrer par exemple entre un contact cylindre et une surface plane, elle supprime 2 degrés de liberté, la translation suivant la normale au plan et la rotation sur l'axe perpendiculaire à la ligne de contact et dans le plan de contact. La représentation normalisée, donc suivant le plan choisi, nous pouvons avoir deux symboles, donc le symbole dans le plan XY ou ici dans le plan XZ, et un symbole en perspective isométrique où l'on représente en fait un prisme à base triangulaire sur un plan. La liaison linéaire annulaire ou sphère-cylindre donc supprime 2 degrés de liberté qui sont les deux translations dans les directions autres que l'axe du cylindre. La représentation est une sphère dans une sorte de gouttière, donc dans le plan nous avons deux représentations
suivant le plan choisi, et dans l'espace, donc une représentation perspective, encore une fois isométrique. La liaison appui-plan, donc contact entre deux surfaces planes, supprime 3 degrés liberté, la translation suivant la normale au plan, et les deux rotations autour des axes contenus par le plan. La représentation normalisée est la suivante. La liaison rotule donc réalisée avec un contact sphérique, donc entre deux sphères. Elle ne permet que les 3 degrés de liberté en rotation, et sa représentation est la même en 2D et en 3D. La liaison sphérique à doigt, donc qui est une liaison rotule avec une rotation supprimée, donc elle permet 2 rotations, et donc la représentation ressemble à la liaison sphérique avec un doigt en plus. Donc ici on a le doigt qui bloque la rotation autour de l'axe X, et on peut le revoir à cet endroit-là sur la vue en 3D. La liaison pivot-lissant, donc contact entre deux surfaces cylindriques, elle ne permet que 2 degrés de liberté, la translation sur l'axe du cylindre et la rotation sur l'axe du cylindre. Donc 2 représentations en plan et une représentation en perspective isométrique. La liaison pivot, elle, donc permet uniquement la rotation suivant l'axe du cylindre. Donc sur la représentation normalisée, nous avons en fait 2 arrêts en translation représentés par les 2 petites barres orthogonales à l'axe du cylindre. Et la liaison glissière que l'on peut obtenir avec des volumes prismatiques, donc ne permet que la translation sur X. Sa représentation en 2D et en 3D sont les suivantes. La liaison hélicoïdale, donc par exemple entre une vis et un écrou, permet 2 degrés de liberté mais qui sont liés l'un à l'autre. Donc on ne comptera en fait qu'un seul degré de liberté puisque la translation ne pourra pas avoir lieu sans la rotation et vice versa. Sa représentation normalisée est la suivante. Donc on peut résumer ces différentes liaisons dans un tableau. La liaison encastrement qui supprime tous les degrés de liberté. La glissière, on nomme l'axe du cylindre. Il est très important de nommer les caractéristiques d'une liaison. Donc ici on a choisi de représenter une glissière d'axe X. Pour la pivot, il faut bien préciser le centre et l'axe, de même que pour la pivot glissant. Pour l'hélicoïdale, pour la rotule, puisque les 3 rotations sont permises, nommer seulement le centre suffit. Pour la linéaire annulaire, il faut nommer le centre et l'axe. Pour l'appui-plan, la normale au contact suffit. La linéaire rectiligne, il faut bien nommer la normale au contact et la droite de contact. Et la ponctuelle, il faut nommer le point de contact et la normale au contact. Pour modéliser un mécanisme, nous allons commencer par déterminer le nombre de classes d'équivalence cinématique du mécanisme. Une classe d'équivalence cinématique est l'ensemble des pièces qui sont liées les unes aux autres et donc qui n'ont pas de mouvement les unes par rapport aux autres. Alors ça peut être une pièce unique ou bien un ensemble de pièces. Une fois déterminé le nombre de classes d'équivalence cinématique, nous faisons un graphe des contacts qui représente donc les classes d'équivalence cinématique et les différents contacts entre ces classes d'équivalence cinématique. Donc les cercles avec un nom à l'intérieur, donc soit des numéros de pièces, soit des noms, vont représenter les classes d'équivalence cinématique et les liens entre ces cercles seront donc les contacts. Ensuite, en fonction des contacts, nous allons déterminer les degrés de liberté permis par ces contacts, et cela indépendamment des autres liaisons.
Et donc, il est nécessaire d'oublier le reste du mécanisme, donc, ou bien d'extraire uniquement les deux classes d'équivalent cinématique qui nous intéressent. Une fois qu'on a déterminé le degré de liberté permis, on associe à ce contact une liaison normalisée, sans oublier de la paramétrer, avec donc un centre si besoin, un axe si besoin, ou une normale. Nous réalisons ensuite un schéma cinématique minimal, c'est-à-dire le plus simple possible, puisque le graphe des liaisons ne nous permet pas de visualiser les positions relatives des classes d'équivalent cinématique les unes par rapport aux autres, et ni l'orientation des liaisons. Donc, nous modélisons les différentes classes d'équivalent cinématique par des traits, idéalement de couleur, et les contacts par les liaisons normalisées avec leurs symboles. Et il faut respecter les positions relatives des centres et des axes de ces liaisons et la direction de ces axes. Les formes et les dimensions des pièces, elles, ne sont pas représentées. On repère une classe d'équivalence cinématique particulière qui est le bâti, qui sera donc notre référence pour l'étude du mouvement, et on le représente avec ce symbole, un trait bordé de hachures. Je vais vous présenter maintenant la démarche de réalisation d'un schéma cinématique. Je vais m'appuyer sur l'exemple d'une pince pneumatique. Donc cette pince possède deux doigts, 9 et 8, qui se translatent selon Y, donc verticalement sur notre dessin. Ces doigts sont actionnés par les deux pistons ici 2. L'un donc en sortant, donc celui-ci quand il sort par l'intermédiaire du galet 6 ici, va pousser le doigt 8 vers le haut, parce que le plan ici est incliné. Et alors comme on est sur un dessin en coupe, on ne voit pas l'autre contact, on ne voit pas la partie du doigt 9 qui a été ôtée par la vue en coupe, mais ce plan-ci va faire baisser le doigt 9 vers le bas, et cela va repousser par l'intermédiaire de ce galet l'autre piston vers l'arrière. Et si l'on inverse donc la pression dans les deux chambres, on a le mouvement inverse, donc l'ouverture du doigt. La première chose à faire est donc d'identifier les classes d'équivalence cinématique qui ont été ici coloriées de différentes couleurs. Puis de paramétrer le système, donc on avait déjà placé les deux axes X et Y, et on place des points au centre des différentes liaisons. Ici, on a des normales au contact qui sont différentes de X et de Y, donc on rajoute un trièdre X1, Y1 et donc Z pour pouvoir caractériser les appuis-plans que l'on a entre marron et orange, vert et orange, marron et violet et vert et violet. On fait ensuite un graphe des liaisons, donc qui est ici assez complexe. Et on rajoute donc au niveau des contacts les différentes liaisons cinématiques, sans oublier de préciser leurs paramètres. Ensuite, nous pouvons représenter le schéma cinématique. Pour cela, nous voyons que les points HDG sont très proches les uns des autres. Nous pouvons espacer les points puisque l'on a vu que les dimensions ne sont pas importantes dans le schéma cinématique, mais ce qui est important, c'est la position relative des centres de liaison et surtout l'orientation de ces liaisons. Donc nous pouvons commencer par représenter les pivots glissants des pistons par rapport au bâti, puis les pivots entre les pistons et les galets, les appuis-plans entre les galets et les doigts, et les glissières des doigts par rapport au bâti. Ensuite, il suffit de relier les différentes pièces jaunes entre elles, donc pour avoir le bâti. Les pistons, on les relie, le vert et le marron, le violet et le orange. On peut essayer de représenter donc un schéma cinématique qui rend un peu en compte la géométrie du système.
Et il ne faut pas oublier de préciser quel est le bâti, donc quelle est la pièce de référence. Donc ici c'est le corps de la pince. À partir d'un schéma cinématique, nous pourrons calculer facilement des lois entrée-sortie cinématiques. Alors, une loi entrée-sortie, c'est une relation entre un paramètre d'entrée et un paramètre de sortie. Ces paramètres étant des positions ou des orientations, donc des grandeurs de dimension, donc position en mètres, ou des orientations donc angulaires en radians ou en degrés. On parle aussi de paramètres de situation. Alors ça c'est pour le cas d'une loi entrée-sortie géométrique, et nous pourrons avoir des lois entrée-sortie cinématiques où là ce sont les vitesses qui nous intéresseront, donc il suffira de dériver les paramètres de situation. Suivant les graphes des contacts que l'on va rencontrer, ces lois entrée-sortie seront plus ou moins simples, donc on peut classer les chaînes cinématiques suivant trois grandes familles. Les chaînes ouvertes, typiquement un bras robotisé, comme le robot Eric qu'il y a dans le labo. Une chaîne fermée, ce qui sera souvent le cas sur les systèmes étudiés. Donc le graphe d'Élyson réalise une boucle. Ou bien une chaîne complexe. Et là, dans ce cas-là, le graphe d'Élyson réalise plusieurs boucles. Donc typiquement, dans le laboratoire, la plateforme Delta Lab, avec ses 6 vers 1, est une chaîne complexe. Pour déterminer le entrée-sortie, sur un schéma cinématique minimal, on commence par affecter à chaque degré de liberté en rotation un paramètre angulaire, à chaque degré de liberté en translation un paramètre de longueur, et nous pouvons ensuite faire une fermeture géométrique pour lier les différents paramètres de position. Donc une fermeture géométrique, il suffit d'écrire une relation vectorielle entre généralement le centre des liaisons pour obtenir un vecteur nul. Cette équation vectorielle va nous donner donc trois équations scalaires quand on va la projeter sur les trois axes, ou deux équations scalaires si l'on est sur un mécanisme plan. Pour chercher à mettre en relation uniquement des angles les uns avec les autres, nous pourrons écrire une fermeture angulaire de la même façon que la fermeture géométrique en faisant une somme d'angles dans ce cas-ci. Cela sera assez facile dans le plan puisque nous aurons uniquement une équation. Dans l'espace, nous chercherons généralement à écrire une relation particulière entre deux vecteurs, comme par exemple un produit scalaire nul entre deux vecteurs qui restent orthogonaux tout au long du mouvement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la modélisation cinématique.